Bienvenue dans le débat de France 24. Rarement un événement concernant une personne seule aura généré autant de commentaires et peut-être de conséquences au plan géostratégique. C'est à voir. En tout cas, le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi apporte chaque jour des éléments nouveaux. Outre l'enquête elle-même, on en dira un mot plus tard, ce sont les alliés traditionnels de l'Arabie Saoudite qui revoient un à un leur soutien. Dernière en date, les États-Unis appellent les Saoudiens à cesser de bombarder le Yémen. Une offensive qui dure depuis 3 ans déjà et à l'origine d'une des pires crises humanitaires sur la planète. Retour sur les racines du conflit avec Florence Gaillard. 25 mars 2015, l'Arabie Saoudite lance l'opération Tempête décisive pour déloger les rebelles houthis qui ont pris le contrôle de la capitale Sanaa 6 mois plus tôt. Objectif, remettre au pouvoir le président Mansour Hadi et son gouvernement qui ont dû fuir. Mais le conflit est aussi un bras de fer entre l'Iran chiite et l'Arabie Saoudite qui s'érige en leader du sunnisme. Riyad accuse Téhéran d'armer les Houthis à majorité chiite, ce que Téhéran dément formellement. 3 ans plus tard, le but des Saoudiens est loin d'être atteint. La coalition a repoussé les Houthis et leurs alliés vers l'ouest du pays, mais les rebelles maintiennent leur emprise sur Sanaa. Entre-temps, les djihadistes d'Al-Qaïda et du groupe État islamique ont profité du chaos pour s'emparer de certaines zones dans le sud et l'est du pays. En décembre 2017, le conflit connaît un nouveau rebondissement avec la mort du président Saleh. L'homme qui a dirigé le pays pendant 33 ans et s'était allié aux Houthis en 2015 est tué par les rebelles pour avoir contacté l'Arabie Saoudite. Quelques semaines plus tard, des divisions apparaissent dans les forces pro-gouvernementales et des séparatistes du sud-Yémen s'emparent de sites stratégiques dans la ville portuaire d'Aden. La guerre a mis la population yéménite à genoux et l'ONU s'inquiète d'une crise humanitaire sans précédent. Depuis 2015, 10 000 personnes sont mortes et plus de 3 millions ont été déplacées. Les 2 tiers des Yéménites seraient au bord de la famine, alors que le choléra a déjà fait près de 2000 victimes. Et les perspectives, nouvelles ou pas pour le Yémen, on en débat avec Agnès Levallois. Bonjour, vous êtes consultante spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. Avec vous également Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen, auteur d'Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. C'est paru chez Jean-Claude Lattès. Antoine Madelin, vous êtes responsable du plaidoyer à la FIDH, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. Et puis Cyril Payen, grand reporter à France 24, vous vous êtes rendu dernièrement au Yémen, c'était au mois de mai dernier, et vous tentez actuellement d'y retourner. Vous êtes dans l'attente compte tenu de la situation sur place, Cyril. Avant tout, je vous propose d'écouter la déclaration faite par le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, qui appelle donc les belligérants à cesser le feu au Yémen. Écoutez. La solution à long terme, et par long terme je veux dire dans les 30 jours, nous voulons voir tout le monde autour de la table des négociations s'accorder sur un cessez-le-feu, basé sur un retrait à la frontière et sur l'arrêt des bombardements afin que l'envoyé Martin Griffin, qui est très bon, il sait ce qu'il fait, réunisse tout le monde en Suède et mette fin à cette guerre. C'est la seule façon de résoudre ce problème. Même si les bombardements sont plus précis, ça reste une guerre. Donc nous devons aller vers la paix. Nous ne pouvons pas dire que nous allons le faire un jour ou l'autre. Nous devons le faire dans les 30 prochains jours. Cela fait trop longtemps que nous nous sommes embourbés dans ce problème. Cet appel américain à un cessez-le-feu, Agnès Levallois, vous y voyez, vous, la conséquence de l'affaire Jamal Khashoggi ? Oui, bien sûr, c'est une des conséquences, puisque les projecteurs se sont tournés sur l'Arabie Saoudite depuis le début de cette affaire, et ça a été l'occasion aussi de parler de ce conflit yéménite, puisque beaucoup se sont émus du fait qu'il y ait une réaction internationale face à la mort de ce journaliste saoudien, qui effectivement devait susciter cette réprobation internationale, mais qu'il n'y avait pas cette même mobilisation, en tous les cas, pour exprimer la réprobation face à cette guerre qui dure depuis 3 ans et demi, on vient de le voir, et avec des conséquences sur la population civile absolument catastrophique. Donc, l'effet positif, si on peut s'exprimer ainsi, c'est que cette affaire a permis de reparler du Yémen, qui était un conflit oublié, un conflit qui est très loin finalement des préoccupations dans les pays occidentaux d'une façon générale, avec un lien quand même tel de ces pays occidentaux avec l'Arabie Saoudite qu'on préférait ne pas trop en parler, puisque ça nous mettait face aussi à notre cynisme par rapport à ce conflit qui se déroulait au Yémen, qui est un pays
pour lequel on n'avait pas, en Occident, en tous les cas, le même intérêt que d'autres pays de la région qui ont suscité plus facilement une réprobation ou en tous les cas un intérêt. Donc, je pense que c'est positif, si je puis dire, qu'aujourd'hui, les puissances se sentent quand même très gênées par tout ça et enfin reconnaissent qu'il faut absolument s'atteler à cette question. Il y a eu des négociations dans les années qui ont passé, mais sans que ça ne donne rien. Mais là, que ça vienne des Américains, lorsque l'on sait les relations privilégiées que le président Trump entretient avec le prince héritier saoudien, ça a évidemment du poids. Un journaliste tué d'un côté, plus de 10 000 morts de l'autre et une crise humanitaire sans précédent pour ce pays et rarement vue à l'échelle de la planète. Gilles Gauthier, c'est aussi la parole saoudienne qui a été discréditée à l'occasion de cette affaire Khashoggi et qui du coup ressurgit dans ce conflit yéménite qui fait qu'on s'intéresse à nouveau aux conditions de ce conflit. Oui, mais je pense également que l'occasion a été saisie par les Américains de faire revenir au premier plan cette guerre qui ne mène à rien. Qui gêne les Américains ? Elle ne les a pas beaucoup gênés jusqu'ici. Qui en tout cas à terme déstabilise l'Arabie. Cette guerre qui était faite pour durer quelques jours a contre elle l'opinion publique saoudienne. Elle n'est portée que par les trois cercles qui entourent le prince héritier. Donc je pense que les Américains semblent avoir un éclair de raison et se rendre compte qu'il faut absolument mettre fin pour l'intérêt de la région. Pas seulement, c'est pas une question humanitaire, c'est l'intérêt stratégique de toute de l'Europe, des Américains, de tout le monde. C'est ce que vous avez perçu sur place, Cyril Paillat. Les positions sont figées, la coalition saoudienne s'enlise ? Oui, certainement. J'ajoute que c'est aussi une guerre qui coûte extrêmement cher. Ça devait être une promenade de santé pour la coalition. C'était comme ça que ça avait été annoncé. Puis c'est en train de se transformer en un Vietnam, vous voyez, américain, enfin si on compare, ou l'Irak pour les États-Unis. Ça s'enlise. L'opinion, vous l'avez dit, saoudienne est très défavorable et les Saoudiens cherchent depuis un moment maintenant un moyen de partir. Après, ils ont le bras armé, les Émirats qui pensent autrement. C'est encore une fois extrêmement compliqué ce qui se passe au Yémen. Il y a d'ailleurs plusieurs Yémen, parce que c'est ce qu'on voit sur le terrain. La vraie question, c'est est-ce que par cynisme, est-ce que c'est acculé que les Américains frappent plus ou moins du poing sur la table? On appelle à quelque chose dans 30 jours. Quand on voit l'urgence, c'est là où je voulais en venir, l'urgence sur le terrain, le dénuement absolu de cette population qui en plus est très clairvoyante, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé quand on avait passé 3 semaines au Yémen, c'est que les Yéménites savent ce qui se passe, savent qu'il y a des priorités occidentales, ils savent qui est derrière l'armement, les fournitures d'armes de la coalition qui les frappe, et écoutez, ne savent pas très bien. Il y a aussi une autre chose, c'est par exemple les chiffres qu'on assène, et on peut se demander comment le public occidental qui a d'autres chats à fouetter prend quand on répète inlassablement, par exemple, ce chiffre 10 000 morts. 10 000 morts, c'est un chiffre qui a été donné en 2017 par un officiel onusien, mais personne n'a été voir derrière ce que signifiaient d'abord ces 10 000 morts, comment étaient-ils morts, et c'est comme si en fait ça s'était arrêté. Or, on est bien plus, on est certainement à 90 000 morts selon les décomptes. Donc on est dans ce flou artistique d'une guerre majeure qui est un facteur de déstabilisation du Proche-Orient, indéniablement. Et aujourd'hui, peut-être, il s'est tellement peu passé pour aller en aide au Yémen qu'aujourd'hui, au moins, il se passe un peu quelque chose. Enfin, je crois que c'est aujourd'hui ce qui s'est passé. On a effectivement, Antoine Madelin, un décompte macabre en Syrie, par exemple, qui a longtemps évolué, qui maintenant est resté bloqué. Est-ce l'effet aussi du manque d'informations ? En revanche, effectivement, au Yémen, on en reste à ce chiffre. On était longtemps à 8 000, 10 000 morts maintenant. Alors, quand on voit l'ampleur de la catastrophe humanitaire, 22 millions sur une population de 29 millions en besoin d'aide humanitaire, la moitié menacée par la famine, 8,5 millions en situation d'insécurité alimentaire grave, on peine à croire que seules, pardonnez-moi l'expression, 10 000 personnes aujourd'hui sont mortes. Est-ce que vous avez des informations ? D'après, vous avez aussi partagé, d'après nos informations aussi, le décompte des morts serait beaucoup plus important. Nous aussi des chiffres avoisinant les 60 000 à 70 000, dans des conditions finalement où il est extrêmement compliqué d'aller documenter sur le terrain, puisque l'accès au pays est totalement fermé, et où il est extrêmement difficile de voyager à l'intérieur du territoire, ce qui pose d'ailleurs tous les problèmes humanitaires auxquels on est confronté aujourd'hui, puisque l'aide humanitaire ne peut pas accéder au pays, et les populations sont dans une situation de pré-famine. Les agences humanitaires parlent de 2 à 3 mois d'aliments permettant aux
pays ou à la population de survivre, ce qui est absolument ridicule. Dans un rapport en août dernier, un groupe d'experts de l'ONU a conclu que toutes les parties au conflit avaient potentiellement commis des crimes de guerre, mais que les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite et ses alliés donc avaient causé le plus de victimes civiles directes, parfois délibérément en ciblant des manifestations comme des mariages ou des cérémonies civiles. L'Arabie Saoudite est en grande partie responsable aujourd'hui. C'est elle qui porte la responsabilité de ce désastre humanitaire. Ce que l'on voit quand même, effectivement, dans la façon dont les opérations sont menées, dont la coalition mène un certain nombre d'opérations, on voit que c'est elle qui est à la manœuvre, avec des moyens modernes et des moyens militaires considérables quand même, puisque c'est une coalition qui est soutenue par les plus grands pays qui livrent des armements à l'Arabie Saoudite. Donc avec aussi la présence au sol de commandos des forces spéciales de pays occidentaux, comme on peut le lire aujourd'hui dans les colonnes de certains journaux, le Canard enchaîné, pour ne pas le nommer. Peut-être que vous êtes plus en mesure de confirmer. C'est vrai que moi, je sais pas, comme je ne suis pas allée sur place, je me risquerai pas à confirmer ou infirmer ce genre d'informations. Je pense que d'autres personnes sont beaucoup plus à même que moi de le faire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les moyens qui sont mis en œuvre par l'Arabie Saoudite à la tête de cette coalition sont des moyens militaires extrêmement perfectionnés, extrêmement, alors pas précis, parce qu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup de civils qui ont été touchés. Alors, est-ce que ça a été volontaire, involontaire? Là encore, je laisserai les militaires réagir à cela. C'est un ciblage qui est assumé par les Américains. Absolument. Et on sait qu'il y a un nombre incontestable d'énormes bavures. Alors, est-ce que ce sont des bavures ou pas? Voilà. Est-ce qu'on considère qu'au nord de ce pays, toutes les victimes collatérales ne comptent pour rien? C'est une autre question. En tout cas, ça alimente beaucoup la rébellion houthiste. C'est rend extrêmement difficile le conflit aujourd'hui qui se passe, c'est le contrôle de Déda. Enfin, les bombardements sont guidés par des agents au sol. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? C'est difficile à dire. Vous savez. Il ne faut pas oublier qu'au début de la guerre, la première opération militaire était très bien ciblée. Ça a été la destruction de tous les aéroports, de tous les avions. C'était très, très bien ciblé. Alors maintenant, quand on voit, par exemple, l'Arabie Saoudite détruire une mosquée historique d'une grande valeur en termes de patrimoine, qui est à une vingtaine de kilomètres d'Hodeïda, on se demande pourquoi. Vous dites c'est un acte délibéré? Je pense qu'il y a des actes délibérés, oui. Je pense qu'il y a la volonté de terroriser pour amener à céder. Florence Parly, la ministre... Ouais, allez-y, Il y a également le blocus du pays, le blocus naval, pour empêcher l'accès humanitaire, empêcher que les aliments et l'aide humanitaire puissent accéder au pays, qui en soi constitue un crime de guerre. L'Arabie Saoudite a acheminé du matériel, notamment pour permettre l'alimentation en électricité du pays par Aden. Comment vous considérez cette décision? Au compte-gouttes, de manière extrêmement limitée. L'ensemble de l'aide humanitaire nécessaire pour le pays est aujourd'hui empêché de parvenir. Et l'aide financière que certains envoient... moi, personnellement, j'envoyais de l'argent à une famille que je connaissais, et je connais d'autres personnes qui le font, et maintenant, c'est bloqué. On ne peut plus envoyer un centime depuis 5 ou 6 mois. Ce que l'on voit clairement, c'est que lorsque la pression commence à être assez forte, l'Arabie Saoudite fait des petits gestes. Là, comme effectivement il y a eu cette annonce récemment d'envoyer, il y a quelques mois, ils avaient envoyé de l'argent, ils avaient renfloué les caisses de la Banque centrale pour permettre justement l'achat, pour limiter et pour montrer finalement que l'Arabie Saoudite faisait attention à ses conséquences humanitaires. Donc c'est aussi une stratégie de continuer à mener les opérations comme elle les mène, mais de temps en temps en faisant un petit geste pour faire tomber... Parce que c'est nécessaire aussi de s'attacher les grâces de la population. Non, c'est vis-à-vis beaucoup plus de la communauté internationale pour montrer que justement l'Arabie n'est pas un monstre froid, mais qu'elle prend en considération les pressions de la communauté internationale. Lorsqu'on parle trop de désastres humanitaires, mais il faut montrer quand même que l'Arabie y est sensible. Il y a de la partie adverse des Houthis aussi un blocus, des tentatives parfois de faire payer aux civils les conséquences de cette guerre, ou c'est pas avéré? Les Houthis ne sont pas c'est ce que dit en tout cas le rapport. Mais il y a, il y a des opérations. Et je crois qu'ils ont arrêté, ils ont pris en otage un certain nombre de personnes. Mais les Houthis, la région Houthi ne reçoit jamais d'aide. La région la région la plus importante du pays, c'est-à-dire c'est là qu'est la population yéménite, sur les hauts plateaux. Ailleurs, les aides saoudiennes, celles qui arrivent de temps en temps, vont dans les régions déjà contrôlées par les Émirats et l'Arabie Saoudite. Mais cette région où il y a 20 millions d'habitants à peu près, qui est entièrement tenue par les Houthis, cette région... La zone en vert ou en bleu sur la carte, c'est selon, qui correspond au nord et à l'ouest du C'est l'ancien Yémen Nord, la République du Yémen d'autrefois.
Absolument. Ça retrouve d'ailleurs, ça recoupe totalement y compris au niveau des populations, on retrouve exactement les affrontements qui ont présidé à l'unification du Yémen. Oui, presque. On peut dire que ça va un petit peu plus loin, puisque par exemple les populations de Taïz et de Hib ne sont pas solidaires des Houthis, alors qu'elles faisaient partie de l'ancien Yémen Nord. Mais en gros, oui, c'est à peu près la même zone. Alors Florence Parly, la ministre des Armées, a rompu avec la prudence habituelle de la France en la matière, en estimant aujourd'hui que l'intervention de la coalition saoudienne était, je cite, sans issue et qu'il est temps qu'elle cesse. Est-ce le début d'un lâchage côté français ? Agnès Levallois. Un lâchage, je n'irai peut-être pas jusque-là. Lâchage de l'Arabie Saoudite. Parce qu'on voit quand même que le président Macron, la semaine dernière, a eu des propos les plus prudents et ambigus même. Et ambigus par rapport à ça. Donc effectivement, face à la pression, là encore, internationale, le fait que les Américains annoncent ce qu'ils ont annoncé par la voix du secrétaire d'État à la Défense, je veux dire, c'est quand même pas rien. La France ne pouvait pas rester complètement en décalage par rapport à ça, en disant que tout ça, ça n'avait rien à voir, la déclaration du président Macron, de dire que l'affaire Khashoggi n'avait rien à voir avec la vente d'armes au Yémen. Oui, effectivement, directement, ça n'a pas de lien. Mais de faire une telle déclaration, c'était quand même un cynisme tel que ça avait été dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, la ministre de la Défense des Armées se doit de réagir par rapport à ça. Si je peux dire un mot, je pense que la France n'a pas à lâcher l'Arabie Saoudite. La France doit utiliser cette relation excessive qu'elle a maintenue avec l'Arabie Saoudite. Vous dites excessive, Oui, bien sûr, excessive. Mais elle doit l'utiliser maintenant dans le bon sens, c'est-à-dire pour faire pression, pour amener l'Arabie Saoudite à comprendre que son véritable intérêt est la paix. La France a un rôle à jouer. On l'attend, la France. Alors écoutez en tout cas comment Emmanuel Macron réagissait. C'était la semaine dernière à la demande de l'Allemagne, appelant ses partenaires européens à suspendre leur licence d'exportation de matériel militaire à l'Arabie Saoudite. Moi, je suis très admiratif des gens qui, avant de savoir, disent on ne vendra plus d'armes. Ils en vendent déjà parfois plus que la France, à travers des joint ventures qu'ils ont. Et quel est le rapport entre la vente d'armes et l'assassinat de M. Khashoggi ? Je comprends le lien avec le Yémen, mais il n'y en a aucun avec M. Khashoggi. Si on veut prendre des sanctions, il faut prendre des sanctions dans tous les domaines. Il faut dans ces cas-là arrêter de vendre des véhicules, il faut arrêter de vendre telle ou telle chose, il faut prendre des sanctions individuelles contre ceux qui l'ont fait. Mais c'est de la pure démagogie que de dire qu'il faut arrêter de vendre les armes. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Khashoggi. Démagogie, comme le dit le président Antoine Madeleine. Je pense que c'est un discours dans lequel, et vous l'avez très bien dit, en effet, il mélange les dossiers. Je pense que la France est soumise à des obligations internationales qu'elle a aussi fait ratifier dans son Parlement, à l'Assemblée nationale, selon lesquelles elle ne vendra pas d'armes à des pays s'il y a un risque qu'ils les utilisent pour commettre des violations graves, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ici, nous avons la preuve que ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité se déroulent sous nos yeux. Et donc, dans ces conditions-là, la France va non simplement suspendre ses ventes, mais également suspendre les livraisons des armes qui ont été commandées aux différentes parties au conflit. C'est possible, ça, Cyril Payen. C'est comme d'entendre, on sait que nos armes ne touchent pas la population yéménite. On a entendu ça encore récemment. Ça peut laisser un peu perplexe quand on imagine le fracas des bombardements, quand on voit, vous l'avez bien dit, par exemple à Aden, les infrastructures ont tout été touchés exprès. Les hôtels ne sont plus des hôtels, ce sont des ruines. Et tout ça a été fait sciemment pour qu'à long terme, ce pays soit à genoux. Donc, après, de bombardements ciblés, j'y crois pas personnellement trop quand on voit la destruction sur place. Il ne faut pas oublier que c'est une politique qui a commencé au début du siècle dernier. Toute la province du nord, toute la province du sud de l'Arabie Saoudite est une province yéménite. C'est-à-dire que la famille Al Saoud s'est installée dans la région et s'est fait un pays artificiellement et en grande partie contre le Yémen depuis le début. On va en reparler justement dans la deuxième partie du débat. C'est dans un instant. Restez avec nous. Retour au débat de France 24, deuxième partie, et peut-être du nouveau enfin au Yémen. En tout cas, les États-Unis, dont on connaît l'influence habituelle sur l'Arabie Saoudite, appellent à un cessez-le-feu de part et d'autre entre les différents belligérants, dont notamment l'Arabie Saoudite. On en parle avec nos invités, toujours à mes côtés sur ce plateau. Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient. Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen, auteur d'Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe chez Jean-Claude Lattès. Antoine Madeleine, responsable plaidoyer à la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. Et pour France 24, notre grand reporter Cyril Payen qui revient du Yémen. Il y était au mois de mai dernier et
il y repartira si la situation sur place le lui permet. Nous évoquions à la fin de cette première partie la position française, bien difficile à lire ces derniers temps. Je vous propose de réécouter ce que disait Emmanuel Macron, réagissant donc à la demande de l'Allemagne qui appelait ses partenaires européens à suspendre leur licence d'exportation de matériel militaire à l'Arabie Saoudite. Une demande qui n'est pas du goût du président français, il l'a dit la semaine dernière. On le réécoute. Moi, je suis très admiratif des gens qui, avant de savoir, disent on vendra plus d'armes. Ils en vendent déjà parfois plus que la France, à travers des joint ventures qu'ils ont. Et quel est le rapport entre la vente d'armes et l'assassinat de M. Khashoggi? Je comprends le lien avec le Yémen, mais il n'y en a aucun avec M. Khashoggi. Si on veut prendre des sanctions, il faut prendre des sanctions dans tous les domaines. Il faut dans ces cas-là arrêter de vendre des véhicules, il faut arrêter de vendre telle ou telle chose, il faut prendre des sanctions individuelles contre ceux qui l'ont fait. Mais c'est de la pure démagogie que de dire qu'il faut arrêter de vendre les armes. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Khashoggi. Une position qui a, semble-t-il, un peu évolué, car dans l'entretien qu'il nous avait accordé à France 24 lors du sommet de la francophonie il y a 15 jours, le chef de l'État entendait faire primer la politique sur les intérêts économiques en notant au passage le rôle assez faible de l'Arabie Saoudite parmi les clients de la France. Écoutez-le. Non, justement parce que la France a une politique extrêmement rigoureuse en la matière, avec une commission interministérielle justement de contrôle des armements qui est présidée par le Premier ministre. Et la fameuse SIEMJ, comme on l'appelle techniquement, et qui est justement très scrupuleuse sur ce point. J'ai pu d'ailleurs moi-même recevoir il y a quelques semaines les organisations non gouvernementales et échanger à ce sujet, et nous ne faisons pas partie des fournisseurs sur ces matières-là de l'Arabie Saoudite sur justement ce conflit. Qui plus est, c'est une discussion là aussi politique sur le conflit que nous aurons. Maintenant, il faut être clair. Nous avons avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis un partenariat de confiance dans la région qui est important, qui n'est pas commercial, qui est stratégique. Et il l'est, je dirais plus encore avec les Émirats Arabes Unis où nous avons, comme vous le savez, une présence militaire importante. Et ce n'est pas des intérêts commerciaux, c'est l'État français en tant qu'État souverain. Parce que nous partageons des intérêts commun dans la région, parce que la stabilité de la région nous importe, parce que la lutte contre le terrorisme se fait aussi avec ces États. Comment comprenez-vous cela, Antoine Madelin? La France arme-t-elle l'Arabie Saoudite dans le conflit qui l'oppose aux rebelles houthis au Yémen et qui, d'après l'ONU, cause des dégâts directs aux populations civiles? La France a-t-elle un intérêt militaire et stratégique dans cette alliance avec l'Arabie Saoudite? Alors l'intérêt militaire, il faudra en parler avec des experts de géopolitique internationale, mais d'un point de vue d'obligations internationales relatives aux ventes d'armes, le montant des ventes d'armes françaises publiques est publié chaque année, présenté devant le Parlement. Et nous avons pu voir où, comment et combien la France avait, depuis le début du conflit au Yémen, poursuivi non simplement des ventes, mais aussi et plus largement les livraisons des commandes qui avaient été engagées, avec des commandes en 2015, en 2016 et en 2017 qui se sont approchées d'1 milliard d'euros de livraison, 1,4 milliard en 2017 d'armes livrées à l'Arabie Saoudite uniquement, sachant qu'il y en a également au bénéfice des Émirats Arabes Unis qui sont également partis au conflit, etc. etc. Donc dessous de la France aujourd'hui, comme nous le voyons et comme les chiffres des ventes l'expriment, se met dans une situation de violer ses obligations internationales. Gilles Gauthier, avec ses ventes d'armes, la France est-elle partie au conflit yéménite? La France est partie au conflit parce que la France est partenaire stratégique. C'est ça qui est grave. Bien sûr, c'est grave de vendre des armes dans un pays qui commet des crimes contre l'humanité et nos armes tuent. Mais être partenaire stratégique de pays dont on ne partage pas vraiment, je crois, tous les objectifs et pas toute l'idéologie, c'est tout de même assez grave. On peut avoir des relations, mais un partenariat stratégique, alors contre qui? Contre l'Iran? Pour lutter contre le terrorisme, alors à ce moment-là, c'est un coup raté. Parce que l'opération actuelle menée par l'Arabie Saoudite et le Yémen ont libéré les forces djihadistes au Yémen. Al-Qaïda, Daesh sont plus forts au Yémen qu'ils ne l'étaient avant 2015 et l'entrée en guerre de l'Arabie Saoudite. Beaucoup plus. Maintenant, ils contrôlent des territoires. Ils contrôlaient toute une région autour de Mokalla. Ils en sont partis sans combat.
Mais ils y sont toujours. Ils sont partis de Mokalla, du centre, mais ils sont toujours là. Donc, il y a un terrain immense là, qui une province, on peut dire. Et d'autre part, ça correspond à un engagement réel de la population qui a été matraquée par la propagande wahhabite depuis des années. Ça, j'avais pu le constater déjà à l'époque. Mais là, je ne vois pas en quoi notre partenariat stratégique nous permet de lutter contre le terrorisme. C'est le contraire. C'est toute l'ambiguïté Agnès finalement face à laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que la France, au nom de la lutte contre le terrorisme, évidemment qu'il faut lutter contre le terrorisme, la question ne se pose même pas, mais a noué des alliances et qui fait passer en deuxième ou en troisième plan d'autres considérations, c'est-à-dire que la priorité qui est affichée, qui était déjà la priorité affichée du temps des présidents précédents, c'est la lutte contre le terrorisme. Et au nom de cette lutte contre le terrorisme, on noue des alliances, on noue des partenariats stratégiques, et comme ce qui est mis en avant à chaque fois, c'est la lutte contre le terrorisme, on oublie un peu le reste et on fait comme si ça n'existait pas, parce que cette priorité, on a vu la même chose en Syrie. Quand il a fallu lutter contre Daesh, c'était la lutte contre le terrorisme, parce que Daesh avait commis des attentats en France, et donc on a oublié tout le reste, et ça nous a fait faire des choses qui, au bout du compte, allaient à l'encontre, parfois même de nos intérêts, ou en tous les cas, des positions qu'on peut afficher de respect des droits de l'homme, d'éviter de tomber dans des stratégies où on ne respecte plus les conventions internationales qu'on a nous-mêmes signées, puisqu'on a signé l'accord sur les traités de l'armement. Antoine, donc on se trouve un là dans une adversaire position... commun ou bien simplement des retombées économiques telles que, elles font vivre aussi l'industrie de l'armement française. La manière dont s'exprime le président français, c'est un peu un écran de fumée. On parle du terrorisme parce qu'en fait, on brandit un étendard assez facile. Moi, je voudrais juste quand même questionner le fait de comment savoir aussi précisément, dans une guerre sans témoins, où les humanitaires ne passent pas, nous c'est extrêmement difficile, on le sait, on paye pour le savoir, comment savoir avec précision quel type d'armement l'Arabie Saoudite et la coalition, les Émiratis, utilisent au Yémen. Franchement, il faut être expert. Moi, je me permettrais de douter de l'authenticité des informations que peuvent fournir et les Américains et l'Arabie Saoudite dans un pays comme ça. Il n'y a pas de témoin, il n'y a personne au sol. Comment on peut le faire ? Donc, évidemment, on est un peu acculé. Là, ça sent vraiment le roussi avec l'affaire dont on a parlé en Turquie. Donc, on rétropédale un peu et on peut penser que tout cela a amené aux déclarations d'aujourd'hui, où finalement, c'est quand même une belle claque aux Saoudiens, mais qu'on attendait depuis un moment, en fait. Alors, il faut dire, effectivement, et on l'a répété, qu'en 3 ans et demi de conflit, il y a sans doute plusieurs dizaines de milliers de morts, 22 millions de personnes sur 29 qui dépendent de l'aide humanitaire, la moitié de la population en situation de pré-famine, d'après l'ONU, 8,5 millions en insécurité alimentaire grave, une guerre peut-être même plus sale qu'ailleurs, mais si tant est qu'on puisse utiliser cette expression. Exemple avec l'offensive que s'apprête à mener la coalition saoudienne contre Hodeïda, le premier port du Yémen aux mains des rebelles Houthis. Axel Simon. Des tentes de fortune à perte de vue pour accueillir des milliers de déplacés venus d'Hodeïda. Les conditions y sont très précaires, mais dans ce camp d'Aden, au moins, ces Yéménites ont pu fuir les combats. Ces gens ont fui Hodeïda à cause du conflit et beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge dans ce camp où ils continuent à souffrir. Ils n'ont rien, ni farine, ni riz, ni sucre, rien. Ces déplacés viennent pour la plupart de la ville portuaire d'Hodeïda et de sa région. Situé au bord de la mer Rouge, ce port est un lieu stratégique où transitent 70% des importations humanitaires au Yémen. Comme la capitale Sanaa, la ville d'Hodeïda et sa région sont aujourd'hui contrôlées par les rebelles Houthis. Face à eux, les forces du gouvernement yéménite, soutenues par la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors que les combats continuent pour reprendre ces zones, le sort de dizaines de milliers de civils est en jeu. Parfois, le gouvernement envoie des médecins, mais il ne reste qu'une heure et se contente de remplir des ordonnances, alors qu'on manque de tout ici. Les conditions sont les pires que j'ai jamais vues. Les 4 années de guerre entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis ont plongé le pays dans le chaos. Depuis mars 2015, le conflit a déjà fait près de 10 000 morts et provoqué, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au monde. Le pays est au bord de la famine. 14 millions de personnes, soit la moitié de la population, pourraient en être victimes. Situation dramatique. Le New York Times, le quotidien américain, a publié des photos d'enfants mourant de faim au Yémen, des visages émaciés, des images difficiles à soutenir, comme celle qui s'affiche en une du journal. On va le voir avec le regard presque résigné. C'est une fillette squelettique qui est allongée sur un lit d'hôpital.
Cyril Payen, en tant que journaliste, vous considérez que le journal a raison de rompre avec son habituelle retenue pour tenter de provoquer une prise de conscience? Dans une guerre sans témoin, il faut donner un visage à la guerre. Donc c'est tout à fait naturel, je crois, vu l'urgence de montrer ces visages. Ce qui était frappant quand on était à Aden, on était allé jusqu'à Taez, sur la ligne de front, c'était ces réfugiés, ces visages, on en a vu, des réfugiés, des enfants, des orphelins par milliers. Donc on sent bien que sur plusieurs générations, ce pays est à genoux. Donc c'est tout à fait important, surtout peut-être à ce moment charnière, espérons-le, de mettre un visage sur cette guerre. Parce que sinon, ce sont des statistiques, des chiffres qu'on dégrade et puis on passe à autre chose. C'est vraiment une guerre sans témoin, une guerre oubliée et qui va peser certainement sur l'avenir, sur les consciences, espérons-le. Donc ce genre de représentation est très importante, oui. Le journal justifie sa démarche. Dans une tribune, il dit « L'assassinat d'un seul homme, en l'occurrence Jamal Khashoggi, le journaliste, a davantage attiré l'attention de la planète que la catastrophe en cours au Yémen ». Oui, c'est toujours Il y a de quoi être choqué. Bien sûr qu'il y a de quoi être choqué, et c'est ce qu'on disait au début de cette émission. C'est vrai que c'est très important de s'indigner du sort qui a été réservé à ce journaliste. Évidemment que c'est scandaleux que un citoyen rentre dans un consulat et n'en ressorte pas. Un consulat ou une ambassade est un sanctuaire, donc c'est extrêmement choquant. Et donc je pense que la réaction aussi internationale est à mettre en relation avec le fait que la disparition de ce journaliste, cet assassinat, s'est passé dans un lieu qui normalement est un lieu qui protège. Donc évidemment que ça a suscité des réactions, que c'est normal, mais qu'il faille attendre aussi cet événement, ce dramatique événement pour s'émouvoir à ce point la tragédie yéménite, ça pose aussi problème sur notre incapacité finalement aussi à s'indigner de ce qui se passe à travers le monde. On a une indignation qui est sélective. Alors c'est vrai que le fait d'avoir pas trop d'images, parce que les journalistes ne peuvent pas aller sur place, les humanitaires ont de plus en plus de difficultés à se rendre sur place, c'est vrai que du coup, les affaires peuvent continuer sans susciter trop de réactions parce qu'on n'a pas des images suffisantes qui permettent d'alerter. Et puis le Yémen était, ne l'oublions pas, le pays le plus pauvre de la région avant cette guerre, et là encore plus évidemment aujourd'hui. Le Yémen, alors en France, si je parle de notre cas, c'est ce pays alors mythique de la reine de Saba. Donc pour certaines personnes qui s'intéressent à cette région, le Yémen est un pays important, mais pour la majorité des Français, c'est un pays qui est très loin, dont on en avait malheureusement entendu parler au moment de Charlie Hebdo, puisque c'était Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui avait revendiqué à l'époque. Mais donc l'image qu'il y a eu en France du Yémen, c'était aussi une image liée avec des groupes terroristes, avec Al-Qaïda pour la péninsule arabique. Et donc c'est pas forcément l'image la plus sympathique à laquelle les Français, si je prends que les Français, mais les Occidentaux en général, se raccrochaient pour pouvoir aussi avoir envie de se mobiliser. Je veux dire, tout l'imaginaire qu'il y a autour aussi des pays joue aussi dans des... Il y a une responsabilité des journaux aussi, d'après vous, qui ont joué comme une caisse de résonance sur Jamal Khashoggi, qui était perçu comme l'un des leurs, ayant notamment contribué au Washington Post, ou il ne faut pas voir les choses comme ça? Je sais que certains avancent cet argument, et c'est vrai qu'il y a un côté choquant quand un journaliste qui travaille pour un journal américain subit le sort qu'il a subi, ça suscite une réaction, et qu'on n'a pas eu cette même indignation pour les milliers, les dizaines de milliers de Yéménites civils qui sont des inconnus, c'est vrai. Gilles Gauthier, ce que dit Agnès là, c'est très important. Avant la guerre, déjà, il y avait une situation insoutenable, qui était que nous avions à cet endroit-là la frontière qui sépare la plus grande différence de revenus au monde. La frontière qui sépare le Mexique des États-Unis, c'est une différence importante. Mais là, c'est la plus grande. Donc, maintenant, la paix est une chose nécessaire. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. C'est l'avenir. Il faut une mobilisation internationale pour que cette paix débouche sur un apaisement des esprits et sur un développement. Parce que le pays est dans une situation de toute façon catastrophique. Sur le plan humanitaire. Vous notez, vous, Antoine Madelin, pardonnez-moi, avec ce qui se passe en ce moment, un basculement de l'opinion publique, un changement de perception vers le Yémen, où on est toujours finalement dans l'indifférence manifeste d'une partie de l'opinion, en tout cas occidentale? Alors je ne pense pas. Je pense qu'en effet, l'opinion publique occidentale continue et commence à être sensibilisée. Il y a eu plusieurs enquêtes d'opinion qui sont sorties sur notamment les ventes d'armes françaises dans le contexte du conflit yéménite. Avec plusieurs ONG, nous avons mené des enquêtes et organisé des sondages. 69% des sondés soutiennent le fait qu'on revoie les modalités avec lesquelles on vend les armes à l'Arabie Saoudite. Donc il y a une mobilisation, une sensibilisation, je pense. Il y a un effet Khashoggi, d'après vous, dans l'opinion?
Alors, tout le monde a été choqué par Khashoggi. Moi, je ne pense pas que l'effet Khashoggi ait fait penser que l'Arabie saoudite était plus criminelle qu'elle ne l'était déjà perçue. Je pense que si, en tout cas, les leaders et les dirigeants allemands, français ou d'autres interviennent en réponse à Khashoggi, tant mieux. C'est un criminel. Tant mieux si on a enfin trouvé quelque chose qui met la communauté internationale dans l'embarras quand il discute et négocie avec lui des ventes d'armes, des contrats. Avec Mohamed Ben Salman, vous direz pas. Là où on a en Arabie Saoudite depuis de nombreuses années, l'ensemble des personnes, des défenseurs des droits de l'homme se font arrêter automatiquement, systématiquement, sont poursuivis. Les femmes qui ont milité pour que les femmes puissent obtenir le permis de conduire ont été arrêtées et sont aujourd'hui en prison, risquent des peines de 20 ans, voire des peines à vie, pour avoir dénoncé et critiqué les autorités. Il y a eu un mirage pour... Voilà, et on pense que voilà. Donc finalement, le fait que la communauté internationale réagisse aujourd'hui, tant mieux. On parle beaucoup de... Oui. Juste un mot, c'est que par rapport aux déclarations du président Macron qu'on a entendu tout à l'heure, qu'il dit qu'on ne vend pas d'armes à l'Arabie Saoudite qui puisse avoir un usage finalement au Yémen, en gros c'est ce qu'il disait, comment maintenant va-t-on s'en sortir lorsque l'on sait quand même qu'une partie des armes qui étaient vendues à l'Arabie Saoudite se sont retrouvées au Yémen? Donc maintenant, comment les autorités françaises vont-elles pouvoir se sortir aussi de l'impasse dans laquelle elles se sont mises avec des déclarations de cette nature, alors que c'est vrai qu'il y a des mécanismes en France qui sont mis en place pour surveiller, pour valider ou non des ventes d'armement. Le mécanisme marche très bien. On a juste l'impression que là, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Il faut être extrêmement prudent parce que les Saoudiens sont les champions du double discours. Ils sont encore en puissance et qu'aujourd'hui, il y a cette annonce américaine ponctuée des Français. On parle de 30 jours pour mettre fin à la guerre. Je rappelle que le président Macron avait négocié avec le prince qu'on voit derrière en juin dernier, si je ne m'abuse, la grande conférence en France pour la résolution du conflit. Tout cela a été accouché d'une souris. C'était une réunion à huis clos qui a réuni 10 experts. Parce que le prince héritier avait déclenché une offensive 10 jours avant cette grande conférence. On a vite oublié, on a vraiment une mémoire extrêmement courte dans ce genre de domaine. Donc là, c'est pareil, il y a une grande déclaration aujourd'hui. Il va falloir rester extrêmement vigilant, parce que même 30 jours demandés par M. Mattis, c'est très très long sur le terrain pour les Yéménites, et tout peut arriver, puisque je rappelle que le port d'Hodeidah, qui est donc l'objet d'une grande offensive depuis des mois, là aussi, ça devait être quelques jours, une guerre éclair, et c'était réglé, continue. Il y a des dizaines de milliers de troupes qui sont en train de converger vers Hodeidah. Donc attention au double discours saoudien qui aimerait bien aussi avoir une victoire et qu'on ne parle plus des Houthis. On vient de passer 39 minutes à parler du Yémen sans citer une seule fois l'Iran. Alors l'Iran, Elle n'a pas de responsabilité dans cette guerre, l'Iran. Je pense que l'affaire de l'Iran, de la responsabilité iranienne, c'est un petit peu comme l'affaire des armes de destruction massive irakiennes, que tous les services de renseignement, enfin en tout cas que les services de renseignement américains avaient découvertes, alors qu'il n'y en avait pas. Jusqu'ici, personne n'a fait la preuve de la présence d'Iraniens, personne n'a fait la preuve qu'on apporte la preuve de la présence d'Iraniens sur place. De la présence du Hezbollah, de la présence de milices armées par l'Iran. Qu'on en fasse la preuve. Pour l'instant, ce sont des discours. Enfin, les missiles qui partent sur l'Arabie Saoudite viennent pas fabriquer artisanalement par les Houthis. Il y a des missiles qui partent sur l'Arabie Saoudite. Je peux vous dire que les tribus yéménites possédaient des armes anti-aériennes, posséder les arsenaux qui existaient au Yémen à l'époque, avant la guerre, sont incroyables. Le Yémen est un pays où il y a, je crois, on disait qu'il y avait 70 millions d'armes en circulation. Au Yémen, vous pouviez acheter une Kalachnikov au coin de la rue. Tout le monde était armé et les tribus étaient hyper armées. Donc, des armes au Yémen, ce n'est pas un problème. Ils avaient tout. Pour vous, l'intervention de l'Iran au service des Houthis n'est pas établie. Pas établie. Et d'autre part, il y avait des armes vendues par l'armée, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, l'Iran n'avait aucune envie de se mêler au conflit yéménite lorsqu'il y a eu le début des opérations. Et que l'Iran s'est trouvé entraîné et à soutenir avec des instructeurs iraniens qui sont venus au Yémen, quelques-uns, il paraît que c'est avéré. Et donc, il y a eu un soutien qui a fini par se faire de la part des Iraniens vis-à-vis des Houthis, parce qu'ils se sont trouvés embraqués dans ce conflit. Mais je crois
qu'à l'origine, ils ne souhaitaient pas, parce qu'ils étaient suffisamment préoccupés avec ce qui se passe en Irak, en Syrie, au Liban, pour s'intéresser en plus au conflit yéménite. Mais vu l'ampleur de ce conflit, ils ont été effectivement, et aujourd'hui, ils sont une des parties prenantes, loin de là la plus importante, loin de là, parce que c'est vrai que les Donc Iraniens... le croissant chiite ne va pas aujourd'hui C'est pas leur jusqu'à priorité, Sanaa. parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il Ouais. faut simplement ramener ça aussi à la possibilité qu'ont les Iraniens d'être présents sur tous les terrains. La priorité pour les Iraniens, c'est la Syrie aujourd'hui, beaucoup plus que ne l'a jamais été le Yémen. Antoine Madeleine, pas de présence signalée de membres du Hezbollah, par exemple, ou de milices qui auraient contribué sur le terrain au combat. Nous n'enquêtons pas sur ces sujets-là. Donc, on n'a pas, en tout cas, documenté de notre côté cet aspect-là. On peut, en tout cas, remarquer certainement un soutien des Houthis d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent, en effet, poursuivre et commettre des crimes aussi de leur côté. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mentionné dans ce débat. Oui. Cyril Payen, ce harcèlement vers l'Arabie Saoudite dont se plaint Riyad, il est fantasmé ou il est réel? Écoutez, dans les mouvements chiites armés au Liban, en Irak, il est vrai qu'il y a tout un fantasme sur le précaré chiite. Et cette application au Yémen, c'est vrai que c'est probablement une grande symbolique parce que ça mange pas de pain. Après tout, de dire qu'on est très puissant, qu'on va se battre partout. Enfin, pour ma part, je peux pas prouver effectivement que le Hezbollah est présent sur le terrain au nord du Yémen. Mais c'est vrai que est-ce qu'on est vraiment dans une guerre froide d'un nouveau type? Ça reste aussi à prouver. Ça fait peut-être, c'est peut-être aussi un bel effet d'annonce ou un fantasme. On verra ce que nous dira l'avenir. Et voilà, ce sont les derniers mots de ce débat. Merci beaucoup Cyril Payen, merci également à Agnès Levallois, à Gilles Gauthier et à Antoine Madeleine. L'actualité continue, on va continuer à parler du Yémen